En 1983, le parc national de Yosemite en Californie est choisi comme lieu de visite pour les têtes couronnées britanniques. La reine Elisabeth II et le prince Philippe ont prévu de faire le tour du parc après avoir rendu visite au président Reagan à son domicile personnel en Californie. Don Schneider, photographe et journaliste pour une petite station de radio locale, est chargé de préparer l'arrivée de la reine. 3 voitures transportant des agents des services secrets devaient se rendre à l'avance au parc de Yosemite afin d'assurer la sécurité de la reine sur place. Ils n'étaient pas censés s'occuper de son transport. Leur véhicule devait la précéder et ils avaient pour mission de tout préparer pour son arrivée. Des agents des services secrets voyagent à bord de 4 véhicules sur l'autoroute 132, une route à 2 voies qui serpente dans les contreforts de la Sierra Nevada. 3 agents sont à bord de la 2e voiture. Le conducteur s'appelle George Labarge, un homme de 41 ans, marié et papa d'un jeune garçon. George Labarge faisait partie des services secrets de Dayton dans l'Ohio depuis pas moins de 14 ans. Depuis plusieurs années, il était chargé de la protection rapprochée des différents vice-présidents. Alors que les 3 agents se dirigent vers l'est en direction du parc de Yosemite, Rod Sinclair, shérif adjoint du comté de Mariposa, s'apprête à vérifier que la route a bien été fermée à la circulation pour l'arrivée de la reine. Rod avait un physique impressionnant. Il était plutôt macho et autoritaire. Même s'il n'existait aucune preuve concrète, Rod Sinclair avait la réputation d'être relativement instable. Sinclair et un autre shérif adjoint montent à bord d'une voiture de patrouille identique à celle-là, prennent l'autoroute 132 et se dirigent à toute allure vers l'ouest pour vérifier que la route a bien été fermée à la circulation. Pendant ce temps, les agents des services secrets poursuivent leur route vers l'est à bord d'une petite voiture de location. Aucun d'entre eux ne porte sa ceinture de sécurité. Une légère pluie a rendu la chaussée humide. Sinclair, tout comme le convoi d'agents secrets, pense être seul à emprunter cette route. La voiture de police arrivait par la droite, s'apprêtant à prendre ce virage. Les voitures des services secrets venaient de la gauche. Sur cette route, un virage contourne une petite colline et bloque la visibilité du conducteur qui ne peut pas voir les véhicules arrivant en sens inverse. Ces 3 dernières années, il y a eu 7 accidents à cet endroit. Le 5 mars à 10h31, un nouveau drame se produit. Les 2 voitures prennent le virage au même instant. Les 3 agents sont tués sur le coup. Les 2 shérifs adjoints qui portent leur ceinture de sécurité ne sont que légèrement blessés. Cette terrible tragédie était inévitable, mais les enquêteurs doivent en expliquer les causes. Comment cet accident meurtrier a-t-il pu se produire? Les 2 voitures roulaient sur des routes désertes. Et elles étaient pilotées l'une par un shérif, l'autre par un agent des services secrets, des hommes que l'on imagine prudents et responsables. Les véhicules se sont heurtés de plein fouet à la sortie d'un virage réputé dangereux. 7 accidents s'étaient déjà produits à cet endroit au cours des 3 dernières années écoulées. Mais cela n'explique pas tout. Que s'est-il réellement passé? Moins de 2 heures après le crash, les experts d'une unité spéciale de la police de la route de Fresno en Californie arrivent sur les lieux et ouvrent aussitôt une enquête. Les enquêteurs doivent examiner les lieux de l'accident, relever les éléments intéressants, les classer et prendre des photos qui seront par la suite utilisées au cours de la phase de reconstitution qui permet de déterminer le déplacement des véhicules. Il faut définir tous les détails de l'accident, où l'impact a eu lieu, quels ont été les dommages sur les 2 voitures et à quel niveau ils se situent. Enfin, ils doivent trouver les liens possibles avec d'autres véhicules, personnes ou objets avec lesquels les voitures accidentées auraient pu entrer en contact. Les enquêteurs déterminent le point d'impact grâce à des débris éparpillés, une flaque de liquide de frein et plus d'une douzaine de traces laissées sur le bitume. Ils retrouvent également des traces de dérapage sur presque 20 mètres. Elles commencent dans la voie de l'officier Sinclair, puis coupent l'axe médian et se terminent dans la 2e voie sur laquelle roulaient les services secrets. Ces marques constituent bien évidemment un élément de preuve déterminant.
Ils ont pris énormément de photos de la chaussée. C'était la toute première chose à faire. Il fallait préserver ces informations avant que la route ne soit réouverte à la circulation. Les enquêteurs du MAIT interrogent ensuite des témoins oculaires. L'une d'entre eux roulait derrière les voitures des services secrets. D'après cette femme, les agents n'ont commis aucune faute. Ils étaient détendus et conduisaient prudemment. Ils roulaient à une vitesse très raisonnable étant donné l'état de la route. Après avoir réuni tous les éléments de preuve, les enquêteurs entament le travail difficile, la reconstitution de l'accident. Je procède à ce qu'on appelle l'analyse du mouvement. J'utilise les preuves matérielles et les véhicules reproduits à une échelle plus petite, afin de déterminer les déplacements des voitures pendant les différentes phases de la collision. L'analyse du mouvement fournit les informations nécessaires à des calculs décisifs. Il s'agit d'abord de déterminer la quantité de mouvement. Elle s'obtient en multipliant la vitesse de chaque véhicule par leur masse. D'après les lois de la physique, lorsque des objets entrent en collision comme sur cette démonstration, la quantité de mouvement est la même avant et après l'impact. Si les enquêteurs parviennent à définir la vitesse des deux voitures juste après l'impact, ils sauront à quelle vitesse elles se déplaçaient avant l'accident. Les enquêteurs connaissent le poids des deux véhicules. En mesurant sur quelle distance et dans quelle direction ils ont dérapé, leur rotation et le frottement, les enquêteurs parviennent à définir leur vitesse après l'impact. 48 km/h pour la voiture du shérif et 39 km/h pour celle des services secrets. Ils se penchent ensuite sur l'angle d'impact. Dans ce cas précis, l'angle d'impact était absolument essentiel pour pouvoir déterminer les circonstances de la collision. Les enquêteurs découvrent que les deux voitures sont entrées en collision avec un angle de 10 degrés. La collision a été quasi frontale. Ils savent déjà d'où venait la voiture du shérif grâce aux marques de dérapage. L'angle d'impact leur permet de définir la trajectoire de la voiture des services secrets. Cet angle de 10 degrés nous permet de dire que la voiture des services secrets roulait dans sa voie et s'est légèrement déplacée de la gauche vers la droite, sans doute pour essayer d'éviter l'impact. Les témoins oculaires ont déjà déclaré que les agents des services secrets roulaient à environ 55 km/h. Mais à quelle vitesse se déplaçait le shérif adjoint Rod Sinclair ? Sinclair prétend qu'il roulait à 90-95 km/h. Cependant, en appliquant la loi de la conservation de la quantité de mouvement, les enquêteurs déduisent qu'il devait rouler à 122 km/h. Lorsqu'il s'est engagé dans ce virage, son véhicule n'était pas à sa place car il roulait trop vite. Lorsqu'il a vu des voitures arriver en face de lui, la distance ou le temps dont il disposait était trop court pour lui permettre de négocier correctement le virage. Il a paniqué et appuyé à fond sur le frein. Du coup, la voiture a glissé vers le milieu de la chaussée, est passée dans la voie opposée, puis est entrée en collision avec le deuxième véhicule des services secrets. Les faits étaient là, et étant donné les circonstances, on avait de quoi lancer une procédure pour homicide involontaire.